À 19 ans, j'ai trouvé une boule au cou. Ils ont dit, c'est juste pour attirer l'attention. Ma mère a brûlé mon diagnostic. Je m'être suis effondré à la bibliothèque, à l'hôpital, ce que l'IRM a révélé. A fait blêmir mes parents. À 19 ans, j'ai trouvé une boule dure comme une bille à la base de mon cou. J'étais étudiante à Amiens. Mes parents m'ont dit que je simulais, que c'était juste pour attirer l'attention. Ma mère, obsédée par la réputation de notre famille, a brûlé mon diagnostic de ses propres mains. 7 mois plus tard, je me suis effondrée, inconsciente, au milieu de la bibliothèque municipale. Et ce que l'IRM a finalement révélé, a fait blêmir mes parents de terreur. Voici mon histoire. Avant de plonger dans les détails de ces 7 mois d'enfer, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Je suis française, mais je sais que ces histoires voyagent. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez, et quelle heure il est chez vous. C'est ma façon de me sentir moins seule en partageant cela. Mon nom est Léonie. À 19 ans, ma vie était tracée. J'étais ce qu'on appelle une bonne fille. Étudiante en 2e année d'histoire à l'université de Picardie Jules Verne, je vivais encore chez mes parents dans un quartier pavillonnaire tranquille d'Amiens. La routine était tout. Mes journées étaient rythmées par les cours magistraux, les heures passées à la bibliothèque, et les dîners en famille où le silence était souvent rompu par les soupirs de mon père. Mon père, Hervé, dirigeait une petite entreprise de transport. C'était un homme écrasé par les responsabilités, les factures de gazole et les charges de TVA. Ma mère, Brigitte, travaillait à l'accueil de la mairie, un poste où, selon elle, l'image est tout. Elle était obsédée par le « qu'en dira-t-on » par la façade impeccable de notre vie. J'étais la fille parfaite. De bonnes notes, polie, discrète. Je ne voulais surtout pas être un fardeau. Ma plus grande peur, ce n'était pas l'échec. C'était de déranger. Le brouillard d'octobre était encore accroché aux fenêtres de la salle de bain quand je l'ai senti. C'était un matin ordinaire. L'eau chaude coulait sur moi, une vapeur épaisse recouvrait le miroir. Mes doigts massaient mon cuir chevelu, puis ont glissé le long de ma nuque. Et là. Stop. Mon cœur s'est arrêté. Une boule. Juste à la base de mon cou. Dure. Indolore. Elle ne bougeait pas sous ma peau. Elle était fixée, comme une petite bille de pierre. J'ai coupé l'eau. Le silence de la maison était assourdissant. J'ai palpé à nouveau. Elle était bien là. Ce n'était pas un bouton. Ce n'était pas un ganglion enflé. C'était autre chose. Une panique froide m'a saisie. Mais ce n'était pas la peur de la maladie qui m'a frappé en premier. Non. C'était la peur de devoir le leur dire. La peur de perturber l'équilibre fragile de notre famille. La peur d'être un problème. J'ai attendu le soir. Le dîner. C'était le seul moment où nous étions tous les trois. Mon père lisait ses relevés de compte, ma mère feuilletait un catalogue. Papa, maman. Mon père a grogné sans lever les yeux. Pas maintenant, Léonie, je suis sur les factures. C'est important. J'ai trouvé quelque chose d'étrange ce matin. Ma mère a levé les yeux de son catalogue, l'air vaguement agacé. Quoi encore? Ma voix tremblait. Je me sentais stupide. C'est une boule, là, dans mon cou. Je l'ai montré. Mon père a soupiré, exaspéré. Une boule? C'est tout? Pour ça tu me déranges? Mais elle est dure. Ma mère, Brigitte, a eu un petit rire méprisant. Léonie, ne dramatise pas. C'est sûrement un ganglion enflé. Tu couves quelque chose. C'est le stress des examens. J'ai insisté, sentant les larmes monter. Non, ce n'est pas comme d'habitude. Ça ne ressemble pas à un ganglion. C'est là que mon père a posé ses papiers. Encore une crise? Tu te souviens de l'année dernière? Ta soi-disant crise cardiaque après les partiels? On t'a emmené chez le médecin. 150 €. Pour qu'ils nous disent que c'était une crise d'angoisse. Du stress. 150 € jetés par les fenêtres. On n'a pas d'argent à gaspiller pour tes caprices, Léonie. Alors tu te calmes. Caprice.
Angoisse. Stress. Les mots étaient lâchés. C'était leur diagnostic. L'affaire était classée. Je me suis tue. J'ai fixé mon assiette. J'ai senti la chaleur de l'humiliation me monter aux joues. Ils avaient érigé un mur. Un mur de déni, construit avec les briques de leurs propres angoisses, l'argent pour mon père, l'image pour ma mère. J'étais seule avec ma peur. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la boule, elle, s'en fichait de leurs finances. Elle s'en fichait de leur image. Elle était là. Et elle grossissait. Le mois suivant, nous étions en novembre. L'automne à Amiens était humide et gris, ce qui n'arrangeait rien à l'ambiance à la maison. La boule était toujours là. Elle n'avait pas grossi de façon spectaculaire, mais elle était plus présente. Une pression constante, sourde. Une douleur avait commencé à irradier dans mon épaule droite. Rester assise pendant des heures en cours magistral, à l'amphithéâtre de l'université, devenait une épreuve. Je devais constamment bouger ma tête pour soulager la tension. Mes notes commençaient à en pâtir. J'avais du mal à me concentrer sur mes cours d'histoire médiévale. La peur avait maintenant un goût. Un goût de métal froid dans ma bouche, permanent. Mes parents, eux, continuaient leur vie comme si de rien n'était. Pour eux, le sujet était clos. Puisqu'il n'y avait pas de nouvelles factures, il n'y avait pas de problème. J'ai compris que si je voulais une réponse, je devais la chercher seule. J'étais majeure, après tout. J'ai attendu de recevoir la petite bourse d'études de la région. C'était peu, mais c'était à moi. J'ai menti à mes parents. Un mensonge simple. J'ai prétexté un projet de groupe à la bibliothèque universitaire qui devait durer toute l'après-midi. J'ai pris le bus numéro 7, celui qui traverse la Somme et va vers le quartier Saint-Leu. J'ai marché le long des quais, le vent froid me fouettant le visage. Je suis entrée dans un petit centre de santé, celui qui prenait les patients sans rendez-vous. L'endroit était modeste, mais l'accueil était chaleureux. L'infirmière qui m'a reçue, Céline, avait des yeux doux et des mains efficaces. Elle n'a pas ri. Elle n'a pas levé les yeux au ciel quand je lui ai parlé de ma peur et du déni de mes parents. Elle m'a écoutée. Puis, elle a palpé mon cou. Son visage, d'abord souriant, est devenu sérieux. Depuis combien de temps, Léonie ? Un mois, ai-je murmuré. Elle a froncé les sourcils. Ce n'est pas un ganglion classique. C'est trop dur. Et il est trop fixé, il ne roule pas sous les doigts. Elle a pris ma tension, m'a posé d'autres questions. Écoutez, je ne veux pas vous alarmer, mais il ne faut pas laisser traîner ça. Il vous faut une échographie. Et vite. Elle m'a fait une ordonnance. Allez faire ça. Vous pouvez prendre rendez-vous au centre de radiologie près d'ici. Et tenez-moi au courant. Vraiment. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti une bouffée d'espoir. Quelqu'un me croyait. J'ai utilisé ma carte vitale et ma mutuelle étudiante. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain. J'ai payé l'examen. Le radiologue était vague, parlant d'une formation nodulaire et recommandant un avis spécialisé. Il m'a donné le compte-rendu. Je l'ai plié et caché au fond de mon sac. Mais le vrai problème est arrivé une semaine plus tard. Le courrier. Une simple lettre de la mutuelle, détaillant les remboursements. Une feuille de papier. La facture pour l'échographie était de 37,80 €. Une somme dérisoire, en réalité. Mais ce n'était pas l'argent, le problème. C'était la preuve de ma désobéissance. Mon père l'a trouvé. Je l'ai entendu rentrer du travail, le bruit de ses clés jetées sur la console. Puis le silence. Un silence lourd, menaçant. Léonie. Sa voix a résonné dans l'escalier. Je suis descendue. Il tenait la lettre entre le pouce et l'index, comme si c'était un déchet. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ma mère est sortie de la cuisine, essuyant ses mains sur son tablier. Quoi donc, Hervé ? Ta fille. Elle est retournée chez le médecin. Derrière notre dos. Une échographie. Ma mère n'a pas regardé mon père. Elle m'a regardé, moi. Son regard était glacial. Je croyais qu'on avait été clair. J'ai essayé de m'expliquer. L'infirmière a dit que c'était sérieux.
J'ai le rapport, il y a un nodule. Un nodule, a hurlé mon père. Tu te fiches de nous? Tu sais le prix du gazole? Tu sais ce que mes clients me font subir? J'ai 2 camions en panne. Et toi, tu dépenses de l'argent pour tes caprices. Pour tes nodules imaginaires. Ce n'est pas un caprice. C'est ma santé. Ma mère s'est approchée. Elle n'a pas crié. C'était pire. Tu nous mens, Léonie. Tu agis comme une enfant. Puisque tu ne peux pas gérer ton argent de manière responsable. Elle a tendu la main. Donne-moi ta carte bancaire. Mais. Maman, c'est mon compte étudiant. C'est un compte joint que nous supervisons. Donne-la. Je lui ai donné, humilié. C'est fini. Plus d'argent de poche. Si tu veux jouer à la malade imaginaire, tu le feras avec ton propre argent. Quand tu en auras. Il ne m'avait pas seulement coupé les vivres. Il venait de me couper l'accès aux soins. J'étais seule, sans argent, et la boule dans mon cou semblait soudainement plus lourde. Que comptait-il faire si c'était vraiment grave? La réponse est arrivée 1 mois plus tard. Et elle était pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Nous étions en décembre. Le froid d'Amiens s'infiltrait partout. Les arbres le long de la Somme étaient nus. Dans la maison, l'ambiance était polaire. Je ne parlais à mes parents que lorsque c'était absolument nécessaire. J'avais trouvé un petit boulot de quelques heures à la bibliothèque Louis Aragon pour avoir un peu d'argent, mais ce n'était pas assez pour payer un spécialiste. L'université me semblait être un autre monde. Comment se concentrer sur la guerre de 100 ans quand on mène sa propre guerre, silencieuse, chez soi? Mes notes à l'université commençaient à chuter. La douleur dans mon épaule était constante. J'avais commencé à tenir un journal secret, un simple carnet acheté à 1 euro, caché sous mon matelas. Ce n'était pas un journal intime. C'était un journal de bord. Un dossier. J'y notais chaque symptôme, chaque détail. 3 décembre, élancement aigu dans l'oreille droite, comme une aiguille. Durée, 10 secondes. 5 décembre, vertige en me levant du lit. J'ai dû m'asseoir. 7 décembre, la boule semble plus large. Difficulté à avaler ma salive. J'écrivais aussi ce que je ressentais. La peur. La colère. L'isolement. Il ne me croit pas, maman pense que je mens. Papa pense que je coûte cher. J'agrafais mes tickets de bus pour aller à la bibliothèque, comme pour prouver mes déplacements. Je recopiais même les horaires de mes cours. Je construisais une défense, sans savoir contre qui je devais me défendre. Je pensais l'avoir bien caché. J'avais tort. Je suis rentrée de la bibliothèque un mardi soir, fatiguée, gelée. La maison était silencieuse. J'ai trouvé ma mère, Brigitte, assise dans le salon, un verre de vin blanc à la main. La lumière était tamisée. Devant elle, sur la table basse, se trouvaient 2 choses. Mon carnet. Et le compte-rendu de l'échographie, que j'avais stupidement gardé, caché au fond d'un tiroir à chaussettes. Mon sang s'est glacé. Maman? Tu as fouillé ma chambre. Elle a pris une gorgée de vin, sans me regarder. Je faisais le ménage. Tu mens. Tu as fouillé. Elle a posé son verre. Lentement. Son regard s'est levé vers moi. Il n'y avait pas de colère. Il y avait, du dégoût. Je sais ce que tu fais, Léonie. Je ne fais rien. Je suis malade. Elle a ri. Un rire sec, sans joie, qui m'a fait frissonner. Malade? Tu ne sais pas ce que c'est, être malade. Mais tu sais ce que c'est, faire honte à sa famille. Tu es exactement comme elle. Comme qui? Elle s'est levée. Elle a commencé à marcher dans le salon, comme une actrice sur une scène. Comme ma mère. Ta grand-mère. Tu ne l'as presque pas connue, et c'est tant mieux. Tu sais ce qu'elle faisait? Elle s'inventait des maladies. Chaque semaine. Un nouveau cancer. Une nouvelle crise cardiaque. Elle a passé sa vie à nous faire honte. À l'hôpital, chez les médecins, dans le quartier. Les gens nous montraient du doigt. La famille de l'hypocondriaque. Elle a ruiné notre réputation. Elle a failli ruiner mon mariage.
Ton père n'en pouvait plus. Elle s'est arrêtée devant moi. Son visage était déformé par une rage froide. Je ne te laisserai pas recommencer. Je ne te laisserai pas nous faire ça. Tu n'es pas malade. Tu es faible. Et tu nous fais honte. Maman, ce n'est pas pareil. J'ai une boule. Le médecin a dit qu'il y a un nodule. Le médecin n'a rien dit, a-t-elle sifflé. Elle a attrapé le rapport d'échographie sur la table. Elle a marché jusqu'à la cheminée où crépitait un feu. Maman, non. S'il te plaît, non. Elle s'est retournée, le papier à la main. Regarde bien, Léonie. C'est ça que tu veux? Attirer l'attention? Empoisonner cette famille avec tes angoisses? Non. Je veux juste savoir ce que j'ai, ai-je crié, les larmes coulant sur mes joues. Tu n'as rien, a-t-elle dit calmement. Et elle a jeté le rapport dans les flammes. Je suis restée là, pétrifiée. J'ai regardé le papier s'enrouler sur lui-même, noircir, puis disparaître en cendres. La seule preuve médicale que j'avais. Elle a ensuite pris mon carnet. Mon journal de bord. Et ça, c'est ton scénario. Ta petite pièce de théâtre. Elle l'a jeté au feu aussi. J'ai sangloté, m'effondrant presque. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Brigitte s'est époussetée les mains, comme si elle venait de toucher quelque chose de sale. Pas de diagnostic, pas de maladie. C'est fini, Léonie. Tu m'entends? C'est fini. Si tu continues cette comédie, la prochaine fois, c'est à l'hôpital psychiatrique que je t'emmène. Et je te jure que cette fois, ils te garderont. Elle est sortie de la pièce, me laissant seule avec l'odeur de la fumée et le son de mon cœur brisé. Ma propre mère venait de détruire la seule preuve de ma souffrance. Mon propre journal. Elle venait de m'effacer. Je dois m'arrêter une seconde. Revivre ça, c'est difficile. Le feu. L'odeur du papier qui brûle. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Quand la personne qui est censée vous protéger devient celle qui vous détruit activement, que faites-vous? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai besoin de savoir que je n'étais pas folle. Après cette nuit-là, la nuit où ma mère a brûlé mon histoire, je suis entrée dans une sorte de brouillard. Nous étions en janvier. 6 mois s'étaient écoulés depuis la découverte. La boule avait la taille d'une grosse noix. Elle était visible si je tournais la tête. Je vivais sous une chape de plomb. Je portais des foulards en permanence, même à l'intérieur, prétextant le froid. C'était devenu un uniforme. L'uniforme de mon silence. Mon cou me faisait mal. La douleur était une pulsation constante. Mais pire encore, de nouveaux symptômes apparaissaient. Des vertiges. Des nausées matinales. Mon écriture devenait tremblante. Ma mère, Brigitte, me surveillait comme un faucon. Elle avait réussi. J'étais piégée. Je n'avais plus de preuves, plus d'argent, plus de voix. Puis est arrivée l'invitation pour les 80 ans de mon grand-père. La fête devait avoir lieu chez mon oncle Didier, le frère de ma mère. Didier était courtier en assurance, un homme aussi obsédé par l'argent et les apparences qu'elle. C'était le duo parfait. Je ne me sens pas bien, maman. Je ne pense pas pouvoir venir. J'ai trop mal au cou. Son regard s'est durci. Tu viens. C'est les 80 ans de ton grand-père. Toute la famille sera là. Il y aura des photos. Tu vas te tenir droite, sourire, et porter la robe que je t'ai achetée. La robe. Elle l'avait achetée la semaine d'avant. C'était une robe en laine bordeaux, avec un col montant. Un col roulé épais. Un col conçu pour cacher. Pour maintenir l'illusion. Le soir de la fête, la maison de mon oncle était étouffante. Des rires forcés, l'odeur du rôti de bœuf et du vin rouge. Une cacophonie de normalité feinte. J'avais la nausée avant même d'entrer. Mon foulard en soie, assorti à la robe, me serrait la gorge. Te voilà. Toujours aussi pâle, Léonie, m'a lancé mon oncle Didier en me pinçant la joue. Il faut te secouer un peu. J'ai essayé de sourire. Le mouvement a tiré sur les muscles de mon cou. Nous étions à table. Le lustre brillait. La conversation était bruyante.
Je n'arrivais pas à avaler. Chaque bouchée restait coincée. Mon père, Hervé, déjà un peu éméché, a levé son verre. On dirait une fleur de serre, notre Léonie. Attention au courant d'air, tu vas faner. Tout le monde a ri. Un rire gras, complaisant. Sauf moi. Mon oncle Didier a renchéri, donnant un coup de coude à mon père. En parlant de ça, j'espère que tu ne nous coûtes pas trop cher en mutuelle, assurance santé, avec tes petites angoisses, hein? L'assurance, ça n'aime pas les risques. Nouveau rire. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai posé ma fourchette. Je sentais le vertige monter. Pas une angoisse. Un vertige physique. La pièce tanguait. La lumière du lustre me brûlait les yeux. La douleur dans mon cou était un marteau-piqueur. Excusez-moi, ai-je murmuré. J'ai besoin de prendre l'air. Je me suis levée. J'ai vacillé. La voix de ma mère m'a transpercée, basse et sifflante. Léonie. Assieds-toi. Immédiatement. Mais c'était trop tard. Mon corps ne m'obéissait plus. J'ai dû m'agripper au dossier de ma chaise, puis au mur. En une seconde, ma mère était sur moi. Elle n'avait pas l'air inquiète. Elle était furieuse. Elle m'a attrapé par le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma chair comme des serres. Viens avec moi. Elle ne m'a pas aidée. Elle m'a traîné. Dans le couloir, jusqu'au cellier, la réserve à l'arrière de la cuisine. Elle a fermé la porte. Nous étions dans le noir, entourés de conserves et de bouteilles de vin. Tu fais quoi, là, a-t-elle sifflé, sa voix tremblant de rage. Je ne me sens pas bien. Maman, j'ai des vertiges. Je crois que je vais. Tu te fiches de moi? Tu gâches la soirée? Tu fais honte à la famille devant tout le monde? Devant Didier? Non, maman, je te jure, je suis malade. Clac. La gifle est partie si vite que je ne l'ai pas vue venir. Ma tête a heurté une étagère. Des boîtes de conserve ont roulé au sol. L'odeur du vin et de la poussière m'a submergée. Ma joue brûlait. Tu arrêtes ton cirque. Maintenant. Je ne fais pas de cirque, ai-je sangloté. Je suis malade. Tu n'es pas malade. Tu es une honte, a-t-elle craché. Elle a ouvert la porte de service, celle qui donnait sur le jardin, à l'arrière de la maison. Le vent glacial de janvier s'est engouffré. Il devait faire -2 degrés. Qu'est-ce que tu... Rentre à la maison. À pied. Mais... Maman, c'est à 3 kilomètres. Je n'ai pas mon manteau. J'ai mes escarpins. Tant mieux, a-t-elle dit. Ça te rafraîchira les idées. Marche. Et réfléchis à ce que tu nous fais endurer. Elle m'a poussé dehors. Elle a fermé la porte à clé. Je me suis retrouvée là, sur la terrasse de mon oncle, en robe de laine fine et en escarpins. J'ai frappé à la porte. Maman. Ouvre. S'il te plaît. J'ai entendu sa voix à travers le bois. Rentre chez toi, Léonie. Et ne fais plus de bruit. J'ai marché. J'ai pleuré. Le froid mordait ma peau, mais la douleur à l'intérieur était pire. Chaque pas était un supplice. Mes pieds saignaient après 5 minutes. Ma joue était enflée et gelée. J'ai cru que j'allais mourir de froid. Quand je suis arrivée chez moi, 2 heures plus tard, grelottante, à la limite de l'hypothermie, personne ne m'attendait. La porte était verrouillée. J'ai dû m'asseoir sur le paillasson et attendre leur retour de la fête. Je savais, à ce moment-là, que je ne pouvais plus vivre comme ça. Je savais aussi que je n'avais plus la force de me battre. Cette nuit-là, la nuit de la gifle et de la marche dans le froid, quelque chose s'est produit. Quelque chose que je n'ai compris que le lendemain. Mon oncle Didier n'habitait pas loin de chez nous, mais dans un quartier un peu plus huppé. Alors que je rentrais à pied, l'adrénaline et la douleur me faisant tituber, je suis passé devant une petite maison, la seule modeste de la rue. Une femme âgée promenait son chien, un petit terrier. Elle m'a regardé passer. Je n'y ai pas prêté attention. Je ne voyais que ma douleur. J'ai dû lui faire peur. Une jeune fille, en robe de soirée, sans manteau, en pleine nuit, en janvier,
pleurant et boitillant. Le lendemain, j'étais au lit, incapable de bouger. Officiellement, j'avais pris froid. Mes parents ne m'adressaient pas la parole. Quand je suis descendue chercher un verre d'eau, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte d'entrée. Pas de timbre. Juste mon nom, Léonie, écrit d'une main tremblante, élégante. J'ai regardé autour de moi. Personne. J'ai ouvert la lettre. L'écriture était celle d'une personne âgée. Jeune fille. Je vous ai vu hier soir. Je suis Madame Gisèle, j'habite au numéro 24, près de chez votre oncle. Je promenais mon chien. Ce que j'ai vu m'a glacé, et pas seulement à cause du froid. Mon cœur battait la chamade. Je suis l'infirmière-chef à la retraite. J'ai travaillé 40 ans en neurologie au CHU d'Amiens. Je sais reconnaître la détresse. Mais j'ai aussi vu la boule dans votre cou lorsque vous êtes passé sous le lampadaire. Ce n'est pas normal. Votre démarche, votre perte d'équilibre, ce n'est pas du stress. Si vous avez besoin d'aide, venez frapper à ma porte. N'attendez pas. Elle m'avait vue. Une étrangère. Elle m'avait vue et elle m'avait cru. J'ai gardé cette lettre comme un trésor, caché dans ma chaussure. J'étais trop terrifiée par mes parents pour aller la voir, mais savoir qu'elle existait, c'était une étincelle. Nous étions fin janvier. 6 mois et demi après la découverte. J'étais devenue un fantôme. J'avais repris mon petit boulot à la bibliothèque Louis Aragon. C'était mon seul refuge. Ma responsable, Sandrine, une femme douce d'une quarantaine d'années, voyait bien que quelque chose n'allait pas. Vous êtes pâle, Léonie. Vous devriez vous reposer. Ça va, mentais-je. Juste fatiguée. Et ce jour-là, c'est arrivé. J'étais dans le rayon histoire, ironiquement. Je rangeais un livre sur la peste noire. Soudain, le sol s'est mis à tanguer. Ce n'était pas un petit vertige. C'était comme si le plancher de la bibliothèque s'inclinait à 45 degrés. Les néons au plafond ont commencé à tourner, à se démultiplier. Une douleur fulgurante, comme un coup de poignard électrique, m'a transpercé la nuque et a explosé dans mon crâne. J'ai entendu Sandrine m'appeler au loin. Léonie? Ça va? J'ai essayé de répondre. Mais ma langue était lourde. Mes genoux ont cédé. J'ai lâché les livres. J'ai essayé de m'agripper à l'étagère, mais mes doigts n'obéissaient plus. Je me suis effondrée. Le monde est devenu noir. Quand j'ai repris connaissance, c'était au son des sirènes du SAMU. J'étais sur une civière. Sandrine était penchée sur moi, pâle. On vous emmène au CHU d'Amiens, Léonie. Tenez bon. À l'hôpital, le chaos des urgences. On m'a mise dans un box. Et puis, ils sont arrivés. Mes parents. Sandrine avait dû les appeler. Ma mère, Brigitte, avait déjà son masque de « mère inquiète » en place. Mon père, Hervé, avait l'air agacé. C'est pas possible. Un médecin urgentiste est venu me voir. Alors, Léonie, on s'est évanoui au travail? Avant que je puisse répondre, ma mère s'est interposée. Sa voix était douce, mielleuse. Docteur, il faut que je vous prévienne. Notre fille est très émotive. Elle a un long historique d'exagération. Des crises d'angoisse. Elle fait ça pour attirer l'attention. Mon père a ajouté, elle s'invente des maladies. On ne veut pas de tests inutiles. On est très juste financièrement en ce moment. J'ai essayé de parler. Non, la boule, dans mon cou. Le médecin m'a regardé. Puis il a regardé mes parents. Il était fatigué. Il avait vu des dizaines de patients ce jour-là. Vous avez mal quelque part? J'ai murmuré. Mon cou. La boule. Le médecin a soupiré. Il m'a palpé le cou distraitement. Je ne sens rien de particulier. Il a fait les tests de base. Tension, réflexe. Bon. On va vous mettre sous perfusion. Vous êtes sûrement déshydraté et fatigué. C'est classique chez les étudiants. Mais ça ne ressemble à rien de grave. Ils n'ont fait aucun scan. Aucune radio. 3 heures plus tard, on me donnait mes papiers de sortie. Diagnostic,
Malaise vagal, fatigue et déshydratation. Dans la voiture, ma mère était silencieuse. Une fois à la maison, la fureur a explosé. Tu te rends compte? Nous humilier publiquement? À la bibliothèque. Maintenant Sandrine va raconter ça à tout le monde. Tu nous fais honte. J'ai rampé jusqu'à ma chambre. L'hôpital m'avait trahi. Mes parents avaient gagné. Mais cette nuit-là, j'ai sorti la lettre de Madame Gisèle de ma chaussure. Je l'ai relue. J'ai pris mon nouveau journal, celui caché derrière ma commode. J'ai écrit 2 mots, plan B. Il ne m'avait pas tué. Pas encore. Et cette fois, je n'irai pas seule. Le plan B a mûri pendant une semaine. Une semaine d'enfer. L'évanouissement m'avait épuisé, mais il avait aussi changé quelque chose. Les symptômes n'étaient plus intermittents. Ils étaient permanents. Ma vision se brouillait souvent, comme si je regardais à travers un voile. Je perdais l'équilibre en marchant dans le couloir de la maison. Je ne pouvais plus aller à l'université. Je ne pouvais plus prétendre. La douleur dans ma nuque était une lame de fond. J'ai appelé Sandrine, ma responsable à la bibliothèque, pour lui dire que je devais m'arrêter de travailler. Sa voix était pleine d'inquiétude. Léonie, vos parents, ils ne semblaient pas vous croire à l'hôpital. J'ai trouvé ça étrange. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vraiment. Merci, Sandrine, ai-je dit, les larmes aux yeux. Merci de me croire. J'ai attendu que mes parents partent au travail. Puis, tremblante, j'ai pris le téléphone. J'ai composé le numéro que Madame Gisèle avait laissé sur sa lettre. Sa voix était exactement comme je l'imaginais, ferme, claire, sans fioriture. Allô? Madame Gisèle? C'est Léonie. Là, la jeune fille de la lettre. Celle de la rue de votre oncle. Il y eut un silence. Puis, j'attendais votre appel. Comment allez-vous, mon enfant? Pas bien, ai-je sangloté. Ça empire. Je me suis évanouie à la bibliothèque. L'hôpital m'a renvoyée chez moi. Ils ont cru mes parents. Les urgences du CHU? Oui. Ils sont débordés, a-t-elle dit d'un ton sec. Ils ont écouté les parents plutôt que la patiente. C'est une erreur classique. Que allez-vous faire? C'est pour ça que je vous appelle. J'ai besoin de retourner à l'hôpital. Mais j'ai peur. J'ai peur qu'ils ne me croient pas encore. J'ai peur de mes parents. Un autre silence. Vous n'irez pas seul, dit-elle Simply. Je suis devant chez vous dans 10 minutes. Prenez tous les papiers que vous avez. Je n'ai rien. Ma mère a brûlé mon échographie. Ça n'a pas d'importance. J'ai été infirmière-chef dans cet hôpital pendant 40 ans. Ils vont m'écouter. 10 minutes plus tard, j'étais dans sa vieille Twingo bleue. Elle conduisait avec une précision nerveuse. On ne va pas aux urgences générales, dit-elle en tournant. C'est une perte de temps. On va passer par le service de neurologie. Je connais encore du monde là-bas. Elle m'a fait entrer par une porte dérobée, celle du personnel. Elle m'a installée dans une salle d'attente calme, loin du chaos. Elle est partie pendant 5 minutes. Quand elle est revenue, elle était accompagnée d'un jeune médecin en blouse blanche. Il avait l'air fatigué mais ses yeux étaient vifs. Léonie, je vous présente le docteur Anselme Martin. C'est un interne en neurologie. Un des bons. Je lui ai résumé la situation. Le docteur Martin m'a serré la main. Madame Gisèle m'a expliqué. Asseyez-vous. Racontez-moi tout. Depuis le début. Et je l'ai fait. J'ai tout raconté. La boule. Le déni. La facture. Le journal brûlé. La gifle. L'évanouissement. Il écoutait. Il ne m'interrompait pas. Il prenait des notes. Il hochait la tête. La perte d'équilibre, dit-il. La vision floue. La douleur cervicale. Madame Gisèle a raison, ce sont des signes neurologiques. Puis, la porte s'est ouverte. Mes parents. L'hôpital avait dû les appeler. Léonie. Mais qu'est-ce que tu fais là? On t'a dit d'arrêter ce cirque, a commencé mon père, furieux.
Ma mère a vu Madame Gisèle et le docteur Martin. Son visage s'est fermé. Elle a immédiatement changé de ton. Docteur, il y a un malentendu. Notre fille est très fragile psychologiquement. Elle est suivie. Le docteur Martin s'est levé. Il était jeune, mais il avait une autorité naturelle. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Puis Madame Gisèle a parlé. Sa voix était tranchante. Je suis Gisèle Dubois. Infirmière-chef retraitée du service de neurologie de ce même hôpital. J'ai observé Léonie. Ce que vous décrivez comme de la fragilité, ce sont des symptômes neurologiques classiques. Perte d'équilibre, vertige, évanouissement, douleur cervicale. J'ai vu sa démarche. J'exige une imagerie cérébrale et cervicale immédiate. Ma mère a essayé de protester. Vous n'avez pas le droit, c'est notre fille. Le docteur Martin l'a coupé, net. Madame, votre fille est majeure. Elle présente des signes cliniques qui justifient pleinement une IRM en urgence. J'ai déjà réservé le créneau. Madame Gisèle va l'accompagner. Maintenant, soit vous attendez ici, soit vous rentrez chez vous. Mais l'examen aura lieu. Mes parents étaient piégés. Ils ne pouvaient pas faire de scandale devant une ancienne infirmière-chef et un médecin. 1 heure plus tard, j'étais dans la machine bruyante de l'IRM. Madame Gisèle m'a tenu la main jusqu'à ce que la porte se ferme. Quand je suis sortie, docteur Martin et Madame Gisèle m'attendaient. Mes parents étaient là aussi, l'air sombre. Venez, a dit le docteur Martin. On va regarder les résultats. Tous ensemble. Il nous a fait entrer tous les 4 dans un petit bureau de visionnage. L'ambiance était électrique. Il a cliqué sur son ordinateur. L'écran s'est allumé. Des images en noir et blanc de mon cerveau. De mon cou. Et puis, il a arrêté l'image. Il a pointé son stylo vers l'écran. Vous voyez ça? C'était là. Ce n'était pas une bille. C'était une masse sombre, grosse comme un abricot, nichée à la base de mon crâne. Elle écrasait, elle comprimait ma moelle épinière et mon tronc cérébral. Mon Dieu, a murmuré Madame Gisèle. J'ai regardé mes parents. Mon père, Hervé, a reculé d'un pas. Il a marmonné, non, non, c'est pas possible. Ma mère, Brigitte, s'est porté la main à la bouche. Son visage, d'habitude si contrôlé, était blanc. Blême. Elle a dû s'agripper à une chaise pour ne pas tomber. Le docteur Martin m'a regardé, ses yeux pleins d'une tristesse professionnelle. Léonie, vous ne simuliez pas. Vous avez une tumeur. Elle s'appelle un chordome. Et elle est là depuis des mois. La vérité était enfin là, en noir et blanc, sur un écran. Mais la bataille était loin d'être terminée. C'était, en fait, le début de la vraie guerre. Le diagnostic est tombé comme un coup près, chordome cervical. Une tumeur rare, à croissance lente, mais dangereuse à cause de son emplacement. Le docteur Martin était direct, il fallait opérer, et vite. La compression du tronc cérébral expliquait tout, les vertiges, l'évanouissement, la douleur, la vision floue. Mes parents étaient sous le choc. Mais leur réaction n'a pas été celle que vous pourriez espérer. Il n'y a pas eu d'excuses. Il n'y a pas eu de larmes de remords. Il y a eu, du silence. Un silence de coupable. Ma mère, Brigitte, est passée de « mère en colère » à « mère victime » en une fraction de seconde. Comment cela a-t-il pu nous arriver, disait-elle aux infirmières qui passaient, comme si elle était la patiente. Mon père, lui, fixait le sol, l'air absent. J'ai été hospitalisée immédiatement. Madame Gisèle est restée avec moi jusqu'à ce que je sois installée dans ma chambre en neurologie. Vous êtes en sécurité maintenant, mon enfant, m'a-t-elle dit en me serrant le bras. Le docteur Martin s'occupe de tout. Et je ne suis pas loin. Céline, l'infirmière du centre de santé, celle qui m'avait cru en premier, a même appris la nouvelle et est venue me voir après son service. Elle m'a apporté un magazine et son soutien. Je savais que vous n'étiez pas folle, m'a-t-elle dit. J'avais des alliés. De vrais alliés. Mais c'est ma cousine Amandine, 16 ans, qui a changé le cours des choses. Je lui avais envoyé un message depuis ma chambre d'hôpital pour lui expliquer la situation. Amandine et moi avions toujours été proches.
Elle était la seule de la famille à voir clair dans le jeu de ma mère et de mon oncle Didier. Elle était furieuse. Le week-end suivant, il y avait un autre dîner de famille. Évidemment, je n'y étais pas. Mais Amandine y était. Et elle avait entendu ce qui se disait. Plus tard dans la soirée, elle m'a envoyé un fichier audio. Léonie, il faut que tu écoutes ça. Je suis désolée. Je les déteste. J'ai fait exprès. J'ai mis mes écouteurs. J'ai appuyé sur play. Amandine m'a expliqué plus tard qu'elle avait été tellement choquée par leur conversation qu'elle avait délibérément posé son téléphone sur la table, près d'eux, et lancé l'enregistrement. On entendait des verres qui trinquent. Puis la voix de mon oncle Didier, le courtier en assurance, n'empêche, c'est fou. Une tumeur. Brigitte, tu n'as rien vu venir? Tu m'avais dit qu'elle inventait. Et la voix de ma mère. Calme. Presque ennuyée. Oh, tu sais, avec Léonie, on ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui est du cinéma. Elle a toujours été faible. Je suis sûre que les médecins exagèrent. C'est le stress qui lui a provoqué ça. Elle a tellement angoissé qu'elle s'est créé un problème. Mon oncle a ri. Un rire gras. Ah! Une tumeur à cause du stress. C'est nouveau. C'est pas couvert par la mutuelle, ça. La prochaine fois, ce sera quoi? Elle va s'inventer une maladie cardiaque pour qu'on s'occupe d'elle? Ma mâchoire s'est crispée. J'ai arrêté l'enregistrement. Même maintenant. Même avec l'IRM. Il ne me croyait pas. Il continuait de me salir. Amandine m'a raconté la suite. Évidemment, ses parents l'ont surprise. Ils ont vu le téléphone enregistré. Elle a été punie. On l'a traitée de traîtresse, de petite fouineuse, de vipère. Quand son père, mon oncle Didier, lui a demandé pourquoi elle avait fait ça, elle lui a répondu, avec le courage de ses 16 ans, parce que vous ne protégez pas la famille. Vous protégez des mensonges. Et vous êtes cruel. Léonie est à l'hôpital à cause de vous. J'ai sauvegardé cet enregistrement. Je l'ai sauvegardé sur mon téléphone, sur mon ordinateur, dans le cloud. Je l'ai envoyé au docteur Martin, avec une simple note, pour que vous sachiez à quoi je suis confrontée. Pour que vous compreniez pourquoi j'ai mis 7 mois à arriver jusqu'à vous. La réponse du docteur Martin a été courte, reçue. C'est noté, Léonie. Concentrez-vous sur votre opération. Nous nous occupons du reste. J'avais l'IRM. J'avais des témoins médicaux. Et maintenant, j'avais un enregistrement audio de leur mépris. Je n'étais plus la folle. J'étais la victime. Et j'avais des preuves. Ils ne pouvaient plus se cacher. C'est alors qu'ils ont décidé de lancer leur attaque la plus vicieuse, leur dernière tentative désespérée pour sauver ce qui leur importait le plus, leur réputation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La chirurgie était programmée. C'était une opération complexe, de plusieurs heures. Le docteur Martin m'a expliqué les risques. J'avais peur, mais pour la première fois, j'étais entre de bonnes mains. J'étais entourée de gens qui me croyaient. Mes parents venaient me voir à l'hôpital, mais leur visite était courte. Ils jouaient leur rôle de parents inquiets à la perfection devant les infirmières. Brigitte m'apportait des magazines, Hervé parlait de la météo. Ils n'ont jamais, jamais, mentionné les 7 derniers mois. Pas un mot d'excuse. Pas un « nous aurions dû t'écouter ». Leur silence était une insulte de plus. Et puis, une semaine avant l'opération, alors que je regardais la télévision locale dans ma chambre d'hôpital, j'ai vu quelque chose qui m'a glacée. C'était une publicité pour l'émission matinale de France 3 Picardie. Une émission très populaire dans la région. Le présentateur annonçait les invités du lendemain. Et j'ai vu leur visage. Ma mère, Brigitte. Et mon oncle, Didier. Ils souriaient. Le bandeau en bas de l'écran indiquait « L'amour vache, aider son enfant à surmonter l'anxiété à l'accent aigu à la santé ». J'ai cru vomir. J'ai attrapé la télécommande et j'ai monté le son. La voix off disait «
Brigitte et Didier viendront nous parler de leur combat. Quand un adolescent est persuadé d'être malade, jusqu'où faut-il aller pour le protéger de lui-même? Un témoignage courageux sur l'amour familial et les limites à ne pas dépasser. Ils n'allaient pas. Si. Ils allaient le faire. Ils allaient utiliser mon drame, ma tumeur, pour se faire passer pour des parents modèles, des héros qui avaient dû faire face à une enfant difficile, anxieuse. Ils allaient contrôler le récit. Ils allaient me salir publiquement, juste avant mon opération, pour que personne ne croie jamais ma version. J'ai immédiatement appelé le docteur Martin. J'étais paniquée, je pleurais. Vous avez vu? Vous avez vu ce qu'ils font? Ils vont mentir à tout le monde. Sa voix était calme. Glaciale. J'ai vu, Léonie. Ne répondez pas. N'appelez personne. Vous devez vous concentrer sur votre opération. Laissez-moi m'en occuper. Mais comment? Parfois, la meilleure façon de combattre le feu n'est pas avec plus de feu, mais avec la vérité froide. Reposez-vous. Je ne savais pas ce qu'il préparait. Mais le lendemain matin, je n'étais pas la seule à regarder l'émission. Le docteur Martin, Madame Gisèle et Céline, l'infirmière du centre de santé, avaient préparé ce qu'ils appelaient le dossier. Ils n'ont pas appelé la presse. Ils ont fait mieux. Ils ont contacté directement le producteur de l'émission chez France 3. Dans ce dossier, envoyé par coursier à la première heure, il y avait une copie de mon IRM, avec des flèches rouges indiquant la tumeur et la compression du tronc cérébral. Le rapport médical du docteur Martin, détaillant les symptômes que j'avais décrits et la prise en charge retardée due à l'obstruction familiale. Une déclaration signée de Madame Gisèle, attestant de ce qu'elle avait vu, la nuit de la gifle, et de son intervention à l'hôpital, en tant qu'ancienne infirmière-chef. L'enregistrement audio complet de ma cousine Amandine, où l'on entendait ma mère et mon oncle se moquer de ma tumeur inventée. Une copie de la plainte légale pour non-assistance à personne en danger, que le service juridique de l'hôpital m'avait aidé à préparer. Le dossier a été déposé à l'accueil de la chaîne 1 heure avant le début de l'émission. J'ai regardé l'émission en direct depuis mon lit d'hôpital. Mon cœur battait à tout rompre. Le présentateur a ouvert l'émission. Il avait l'air nerveux. Il a présenté le sommaire. Et juste après la météo, nous devions recevoir Brigitte et Didier pour parler d'un sujet familial délicat. Il a regardé ses fiches. Il a pâli très légèrement. Un changement de programme? Nous ne recevrons finalement pas Brigitte et Didier. En raison d'informations de dernière minute que nous devons vérifier, nous sommes contraints d'annuler leur segment. Il est passé à la météo. C'est tout. 2 phrases. Ils avaient été annulés. Humiliés en direct, sans même passer à l'antenne. Le docteur Martin m'a appelé. Vous avez vu? Oui, ai-je soufflé. Reposez-vous maintenant, Léonie. L'anesthésiste va passer vous voir. Ils avaient essayé de contrôler le récit. Ils avaient échoué. Mais le silence qui a suivi n'était pas la paix. C'était le calme avant une tempête encore plus grande. L'opération a eu lieu. C'était une épreuve. 12 heures sur la table d'opération. Le docteur Martin et son équipe ont été incroyables. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Quand je me suis réveillée en soins intensifs, j'étais dans un brouillard de douleur, mais j'étais en vie. Le docteur Martin m'a expliqué qu'ils avaient réussi à retirer la majeure partie de la tumeur, mais qu'elle avait touché des nerfs. J'ai compris que ma vie ne serait plus jamais exactement la même. Pendant ce temps, à l'extérieur de ma chambre d'hôpital, l'histoire prenait feu. L'annulation de l'émission sur France 3 Picardie avait fait du bruit. Un producteur, furieux d'avoir été presque piégé par un faux témoignage, a fait ce que font les gens de médias, il a parlé. Il n'a pas tout dit, mais il en a dit assez. Il a parlé à un journaliste de ses contacts au Courrier Picard, le grand journal local que tout le monde lit à Amiens. Un journaliste d'investigation. Une semaine après mon opération, alors que je commençais à peine à m'asseoir dans mon lit, l'article est sorti. Il n'était pas en première page, mais il était bien visible, dans la section Société. Le titre était prudent, mais dévastateur, enquête, quand le déni familial mène au drame médical. L'article ne citait pas mon nom. Il parlait d'une jeune étudiante de 19 ans à Amiens.
Il citait des sources hospitalières parlant d'une prise en charge retardée de 7 mois pour une tumeur cérébrale. Il mentionnait l'intervention d'une ancienne infirmière-chef qui avait forcé le diagnostic. Mais le détail qui a tout changé, c'est celui-ci: l'affaire jette une ombre sur la mairie, où l'un des parents, une employée de longue date, est au cœur du scandale. À Amiens, une ville de taille moyenne, tout le monde connaît tout le monde. Une employée de la mairie? Il n'a pas fallu longtemps. Les gens ont fait le lien avec l'annulation de l'émission de Brigitte et Didier. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le scandale n'était plus privé. Il était public. Les conséquences ont été immédiates et brutales. Pour eux. Ma mère, Brigitte, a été convoquée par son supérieur à la mairie. La réputation, son obsession, venait de lui exploser au visage. L'article avait créé un tollé. Elle a été suspendue de ses fonctions pour comportement gravement nuisible à l'image du service public. Elle était finie. La honte qu'elle avait tant redoutée, elle se l'était infligée à elle-même. Mon père, Hervé, dont la petite entreprise de transport dépendait de contrats locaux, a vu son plus gros client, une plateforme logistique de la région, annuler leur accord du jour au lendemain, citant une « perte de confiance ». L'article avait fait le tour des chefs d'entreprise locaux. Personne ne voulait être associé à cette histoire. Mon oncle Didier a été convoqué par sa compagnie d'assurance. Apparemment, se moquer de tumeurs et de mutuelles quand on est courtier, et participer à une tentative de faux témoignage à la télévision, ce n'est pas bon pour les affaires. Et moi? Je recevais des visites. J'ai reçu un message de Sandrine, de la bibliothèque. Toute l'équipe t'envoie son soutien et te souhaite un prompt rétablissement. Prends soin de toi. J'ai reçu des fleurs d'Amandine. Tu es la plus courageuse. Je suis fière de toi. J'ai reçu la visite de Madame Gisèle, qui m'a apporté une soupe maison. Le plus dur est passé, mon enfant. Pendant qu'il s'effondrait, je me reconstruisais. Lentement. Douloureusement. J'ai pris mon ordinateur portable. Mes doigts étaient encore faibles. J'ai écrit une lettre ouverte. Je ne l'ai pas envoyée au journal. Je l'ai postée sur un simple blog, et j'ai envoyé le lien à Amandine et Sandrine. Le titre, je ne simulais pas. J'y ai raconté les 7 mois. Pas les noms. Juste les faits. Le déni. Le journal brûlé. La gifle. L'IRM. L'enregistrement. L'article du Courrier Picard avait créé le « quoi ». Ma lettre expliquait le « comment » et le « pourquoi ». En 48 heures, ma lettre a été partagée des milliers de fois. Elle était devenue le visage humain derrière le scandale local. Mes parents avaient passé 7 mois à essayer de protéger leur réputation au détriment de ma vie. En une semaine, ils avaient tout perdu. Et moi? J'avais tout perdu aussi. Mais j'avais gagné le droit de me reconstruire. Les mois qui ont suivi ont été un mélange de douleur et de libération. La rééducation était difficile. J'ai dû réapprendre à marcher droit. L'opération, bien que réussie, avait laissé des séquelles. J'ai perdu de façon permanente l'audition de mon oreille gauche. J'ai gardé des vertiges chroniques, un rappel constant de ce que le temps perdu avait coûté. La plainte légale s'est réglée par une médiation. Il n'y a pas eu de grand procès. Mes parents, leur réputation en lambeaux, leur situation financière détruite, n'avaient aucune envie de s'exposer davantage. Ils ont accepté un accord financier. Je n'ai jamais reçu d'excuses. Pas un mot. Pas un regard de remords. L'argent a couvert mes frais médicaux futurs et m'a donné de quoi partir. Je n'ai pas considéré cet argent comme un gain. Ce n'était pas de l'argent pour me faire taire. C'était du capital de départ. Le capital pour une nouvelle vie. Je suis partie de chez eux le jour où j'ai pu marcher sans aide. J'ai pris un sac à dos, et je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai pris un petit studio dans le quartier Saint-Leu, près de la cathédrale et des ortillonnages. Un endroit où l'air circulait, où je pouvais entendre l'eau couler. J'ai abandonné l'histoire. Je ne pouvais plus lire sur les guerres du passé, j'avais mené la mienne. J'ai bifurqué vers la psychologie. Je voulais comprendre. Je voulais aider. Et j'ai utilisé ce capital de départ. J'ai travaillé avec des avocats, des médecins,
des psychologues. J'ai utilisé mon histoire, non pas comme une plainte, mais comme un outil. 1 an après mon opération, j'ai tenu une conférence de presse. Pas dans une chambre d'hôpital, mais dans une petite salle louée, remplie de journalistes locaux, d'étudiants, et de visages familiers. Je n'étais pas là pour raconter mon malheur. J'étais là pour annoncer un projet. J'ai créé la Fondation La Seconde Voix. Une association dédiée à aider les jeunes adultes et les adolescents victimes de négligence médicale ou de gaslighting familial. Une ligne d'écoute tenue par des professionnels. Une aide juridique pour naviguer dans le système de santé. Un fonds pour financer ce second avis médical que mes parents m'avaient refusé. Le lancement a eu lieu dans cette petite salle. Elle était pleine. Au premier rang, je voyais Madame Gisèle, droite comme un nid, les larmes aux yeux. Je voyais Sandrine, de la bibliothèque, qui souriait et applaudissait. Je voyais le docteur Anselme Martin, qui avait pris sur son temps de repos pour être là. Et je voyais Amandine, ma cousine, qui avait bravé sa famille pour venir me soutenir. Elle tenait un stand d'information. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai marché jusqu'au podium. Mon équilibre était bon, ce jour-là. J'ai regardé mes notes, puis je les ai mises de côté. Je me suis approché du micro. J'ai touché la cicatrice, maintenant fine, derrière mon oreille gauche. On me demande souvent si je suis une survivante, ai-je dit, ma voix claire dans le silence. La vérité, c'est que je ne suis pas une survivante parce que je me suis battue contre mes parents. Je ne suis pas une survivante parce que j'ai gagné un procès. J'ai fait une pause, regardant tous ces visages bienveillants. Je suis une survivante parce que j'ai arrêté d'attendre la permission d'exister. J'ai arrêté d'attendre qu'il valide ma douleur. Ma douleur était réelle. Et la vôtre aussi. Cette fondation, ai-je continué, c'est pour tous ceux à qui on a dit « c'est dans ta tête ». C'est pour leur offrir ce que j'ai dû trouver par hasard, une seconde voix. Une voix qui dit « je te crois, point ». Plus tard dans la semaine, j'ai fait quelque chose que j'avais besoin de faire. J'ai loué une barque et je suis allée seule dans les ortillonnages, ces jardins flottants magnifiques au cœur d'Amiens. J'ai coupé le moteur. Il n'y avait que le son de l'eau et des oiseaux. Le soleil d'automne était doux. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré. La cicatrice derrière mon oreille ne me faisait plus mal. Elle ne racontait plus l'histoire de leur cruauté. C'est moi qui racontais l'histoire, maintenant. Et mon histoire était celle de la reconstruction. Parfois, les personnes qui sont censées nous protéger deviennent celles contre qui nous avons besoin de protection. Et lorsque la vérité est ignorée trop longtemps, elle ne disparaît pas. Elle devient juste plus forte, plus tranchante, indéniable. Avez-vous déjà été rejeté lorsque vous essayiez de dire votre vérité? Vous a-t-on déjà dit que votre douleur était juste dans votre tête? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je veux vraiment lire comment vous avez trouvé votre propre voix, ou comment vous vous battez pour la trouver. Votre histoire compte. Si cette histoire a résonné en vous, si vous croyez au pouvoir de la seconde voix, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires vraies, des histoires qui révèlent les batailles silencieuses qui se déroulent derrière les portes closes. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.